Alors, au terme de ce long parcours dans Absalon, je bute sur le titre que j'ai donné. Je bute sur le titre. Que fais-tu, Rosa, sous la pluie mauve des glycines? Alors, la difficulté à laquelle je suis confronté, c'est le fait que Rosa m'ait répondu ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Non, mais alors je l'ai bien entendu, je crois, parce que dès le départ, dans le tout début, on parle de sa voix, cette voix sévère, effarée, étonnée, jusqu'à ce qu'enfin l'écoute cessa et que la faculté d'entendre se troubla. Ça peut nous rappeler les séances. Hein. Moi, ça me rappelle des séances où ma faculté d'entendre se trouble, je m'assoupis, et là, il se passe des choses tout à fait intéressantes. Bon. Alors, je crois que c'est la pluie mauve des glycines, la poésie qui avait pris le pas sur la personne même de Rosa. Rosa qui m'avait vraiment bouleversé. L'écrivaine dont la destinée s'est trouvée croisée avec celle de Thomas Paine. La poésie était trop présente dans le sens où je la mettais en avant, peut-être pour masquer d'autres choses, plus gênantes, plus inquiétantes. Mais si j'avais pu, j'aurais même fait un titre plus long, en rajouter à la couleur des glycines, par exemple, leur odeur entêtante. Et dans l'herbe haute et mal entretenue, les rondes des lucioles flexueuses qui dérivaient mollement. C'est magnifique. Et ça me rappelait en plus un séjour à Montepulciano, où en rentrant le soir, dans la maison que nous avions louée, il y avait un petit bois, et dans ce petit bois, on a vu apparaître des lumières. C'était la ronde flexueuse des lucioles. C'était absolument extraordinaire. Je n'ai jamais revu ça. Je ne sais pas si vous avez pu voir des lucioles. Oui, mais en tout cas, c'est tout à fait magnifique. Bon. Alors, avec cette poésie-là, c'est comme si je m'étais embarqué pour Cythère, mais sans me soucier du retour. Alors, parce que une fois débarqué à Cythère, on est si bien, c'est si beau, on retrouve l'ambiance du Sud que Faulkner nous décrit avec ses glycines, ses rondes de lucioles. Et si on restait là après tout? Eh bien, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Est-ce qu'on s'était embarqué pour Cythère et qu'on n'en revienne pas de passer de Cythère à se taire à Cythère? Et c'est peut-être la question de la jouissance qui est en question, du dire, de la jouissance. Alors, j'étais passé peut-être d'Absalon à Autant en emporte le vent.
ce qui n'a rien à voir, hein. C'est vraiment tout à fait l'inverse. Alors, la question de la jouissance qui me mélange un peu, parce que tout cela est très récent, ce que je vous dis là. La question de la jouissance, mais du dire de la jouissance, c'est peut-être lui que je traque. D'inaccessible, le fuyard, le furet. C'est alors que, quand je me pose ces questions, Rosa me répond: j'étouffe sous la pluie mauve des glycines. Tu te trompes de roman. Il ne s'agit pas d'Autant n'emporte le vent, ni de Margaret Mitchell. Si tu as lu le roman de Faulkner jusqu'au bout, il a écrit une généalogie. Et tu sais que je suis morte à Jefferson en 1910. Alors à qui t'adresses-tu? Change de titre. Où es-tu? Que fais-tu sous la pluie mauve des glycines? En rade, à Citerre. Alors après l'instant de voir, le temps pour comprendre et le moment de conclure, c'est pas l'après-coup. C'est donc quelque chose de provisoire qui consiste à saisir au moment même de son émergence la présence de l'analysant dans l'analyste quand il lit un roman. C'est la rencontre entre l'écrivain ou l'artiste, ceux dont parlent Freud et Lacan, ceux qui sont des investigateurs comme Schnitzler ou des poètes comme Joyce. Et l'analysant dans l'analyste trouve chez Rosa, qui lui a frayé le chemin, deux questions tout à fait fondamentales. La première, c'est la question de la forclusion des noms du père. Cette forclusion qui rend l'analyse accessible à d'autres structures que celle de la névrose. Rosa nous raconte les démêlés avec son père, sans même parler de cette peine. Et la question qui va plus loin encore concerne la forclusion du rapport sexuel dont Rosa témoigne dans le chapitre 5. Alors, je ne sais pas si je vais retrouver ça va être peut-être un peu compliqué. Non, je préfère enchaîner parce que je peux répondre maintenant à la proposition de Rosa qui m'avait perturbé lorsqu'elle m'avait dit change de titre. Et à qui je peux proposer aujourd'hui celui-ci, Rosa, l'absente de tout bouquet de Mallarmé. De tout bouquet. C'est moi des problèmes d'articulation. Alors, j'ai hésité avant de partir. J'avais le choix entre le livre de Mallarmé et puis le passage sur cette absente de tout bouquet, et puis celui de Flaubert dans la correspondance. Alors, je pense que la lecture de Mallarmé doit se faire dans l'intimité. Je ne me vois pas vous lisant du Mallarmé là maintenant. Non, il vaut mieux être dans un état tout à fait particulier pour laisser résonner ce dont il est question. Par contre, la correspondance de Flaubert est tout à fait passionnante. Sa correspondance avec Louise Collet, c'est de l'intime,
Mais l'intime, après tout, est-ce que ça ne nous concerne pas de près? Je veux dire, dans un passage, j'ai trouvé ça dans les lettres freudiennes, où Lacan se pose la question de l'analyse. Qu'est-ce que c'est que l'analyse en fin de compte? C'est quand même cette chose qui se distingue de ceci, c'est que nous nous sommes permis une sorte d'irruption du privé dans le public. Je trouve ça tout à fait intéressant. Cette irruption du privé dans le public, cette irruption des rêves de Freud, qui ont fait un scandale, enfin, qui continue d'ailleurs. Le privé, ça évoque la muraille, les petites affaires de chacun. C'est un noyau parfaitement caractéristique, c'est d'être des affaires sexuelles. C'est ça le noyau du privé. Alors, je vais peut-être arrêter là la citation pour vous proposer la fin de mon exposé, très court, avec la correspondance donc, de Flaubert et une lettre à Louise Collet que je vais vous dire parce que c'est tout à fait extraordinaire. Ouais. Tu me veux bien, c'est aussi un problème de... Voilà. Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien. Un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre, sans être soutenue, se tient en l'air. Un livre qui n'aurait presque pas de sujet, ou du moins, où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière. Plus l'expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus et disparaît, et plus c'est beau. Je crois que l'avenir de l'art est dans ses voies. Je le vois à mesure qu'il grandit, s'éthérisant tant qu'il peut, depuis les pylônes égyptiens jusqu'aux lancettes gothiques et depuis les poèmes de 20 000 mers, de 20 000 vers, 20 000 vers des Indiens jusqu'au jet de Byron. La forme, en devenant habile, s'atténue. Elle quitte toute liturgie, toute règle, toute mesure. Elle abandonne l'épique pour le roman, le vers pour la prose. Elle ne connaît plus d'orthodoxie et est libre, comme chaque volonté qui la produit. Cet affranchissement de la matérialité se retrouve en tout, et les gouvernements l'ont suivi depuis les despotismes orientaux jusqu'au socialisme futur. Voilà, fin de citation.